La nouvelle a été annoncée hier en fin de journée par Emmanuel Macron. Cécile Kohler et Jacques Paris sont sortis de la prison d'Evin où ils étaient détenus depuis 1277 jours. Ils ont été accueillis à l'ambassade de France à Téhéran et semblent en bonne santé physique selon le ministre des Affaires étrangères, qui a tout de même dépêché un médecin et une équipe de soutien auprès d'eux. Cette libération n'est qu'une première étape, car pour le moment, ils ne peuvent pas encore rentrer en France. Ce sont de très nombreux contacts, de très nombreux appels qui ont été passés ces derniers mois pour aboutir à ce résultat. Mais vous comprendrez bien que pour garantir le succès de ce type de manœuvre diplomatique, nous nous tenons à une forme de discrétion. Ce matin, les yeux dans les yeux, vous pouvez nous dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux otages français et cette femme iranienne? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut laisser les diplomates faire leur travail. Vous verrez, ça fonctionne. Cette première étape constitue un soulagement pour les familles qui craignaient notamment pour l'état de santé de Jacques Paris. Et on va en parler avec nos éditorialistes politiques. Bonjour Françoise Degois, merci beaucoup d'être avec nous. Et bonjour Mickaël Darmon, merci également d'être là. On va commencer évidemment par cette bonne nouvelle qu'on a donc apprise hier soir via le chef de l'État, Emmanuel Macron. La libération en Iran de Cécile Kohler et de Jacques Paris. On peut dire, alors il y a évidemment la bonne nouvelle pour eux, pour la France. C'est aussi un succès de la diplomatie française. J'allais vous le dire, écoutez, moi, pour une fois, il y a des bonnes nouvelles. Et la diplomatie française, nous sommes, dans notre vie, nous sommes grands reporters, Mickaël et moi, donc nous connaissons bien la diplomatie. Alors, on a tendance à moquer la diplomatie, l'ambassadeur Ferrero Rocher-d'Or avec ses cafés, ses chocolats, etc. La réalité, c'est qu'on a un réseau diplomatique absolument hors norme, probablement un des plus beaux du monde, avec des ambassadeurs vraiment au-delà de la caricature qu'on peut en faire, qui sont extrêmement rodés, qui sont extrêmement subtils, et particulièrement dans cet Orient ou cette compliqué. Et donc, je trouve que oui, vraiment, c'est un vrai succès. Je ne sais pas quelle est la nature du deal, je n'en sais rien. Officiellement, nous ne donnons jamais rien pour retrouver nos otages. Nous savons très bien que c'est vrai et faux à la fois. Mais en tout cas, oui, félicitations aux diplomates français, absolument. Okay. Bon, ils n'ont pas été libérés par la gentillesse de l'Iran. Donc, bien évidemment, il y a un travail de la diplomatie qui est adossé, bien sûr, au service de renseignement, qui est aussi, je dirais, chapeauté par forcément des discussions directes qui ont eu lieu au niveau présidentiel. Et ça permet, au fond, je dirais, de nuancer, parce qu'on a évidemment toujours cette tendance, et c'est normal, au fond, à critiquer un pouvoir lorsqu'il met du temps à faire sortir des otages, quelle que soit d'ailleurs la région et le pays, on le sait. Mais il y a ce travail de l'ombre qui existe. Bon. Et donc, on a pendant très longtemps, effectivement, pas parlé d'eux, on disait juste il ne se passe rien. Mais il s'avère aussi que la famille a eu son rôle, parce qu'elle a aussi fait beaucoup pression. Elle a décidé à un moment donné d'arrêter le silence qui lui était demandé par les autorités françaises. Et peut-être que ça a joué aussi, parce que les dictatures n'aiment pas le bruit. Elles préfèrent le silence. Donc ça a dû jouer aussi. Je pense que c'est un ensemble. Quand on regarde toutes les affaires d'otages, à un moment donné, il y a l'avant et l'après. On respecte le silence, on ne le respecte plus et il se passe quelque chose. Donc c'est aussi un tour. Françoise, pardon, je vous donne la parole dans quelques secondes, mais on est avec Emma Villard, qui est l'avocate de Cécile Kohler, de Jacques Paris et de leur famille. Bonjour Emma Villard, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous vous attendiez à leur libération hier ? Nous avions écouté des rumeurs, mais c'est vrai que nous avons été absolument ravis d'entendre qu'ils avaient été remis aux autorités françaises. Alors attention, nous ne parlons pas de libération parce qu'elle n'est pas dommage. Totale. Ils ont été remis aux autorités françaises. Dommage. Et ils n'ont pas Emma Villard, on a un petit problème de son. On va essayer de régler ce problème technique et on vous retrouve dans quelques secondes. Effectivement, la précision que donne leur avocate est importante. Ils ne sont pas libérés, ils n'ont pas quitté l'Iran, ils sont à l'ambassade. Donc après, on sait qu'est-ce que ça peut être comme parcours du combattant. Le moment où vous arrivez à l'ambassade, qui est un territoire français, et le moment où vous arrivez à prendre l'avion à Téhéran, ville magnifique s'il en est, mais ville forteresse s'il en est aussi, et que vous êtes à Paris. Je voudrais
voudrais juste dire, pardonnez-moi, je suis très heureuse effectivement pour Jacques Paris et Cécile Collère, parce que c'est un enfer. Ils nous raconteront ce qu'ils ont vécu. Ils nous raconteront les prisons iraniennes. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour vraiment, ça me rend, j'ai les larmes aux yeux pour cette jeune femme qui est condamnée à mort, dont le procès a duré 10 minutes parce qu'elle avait juste un foulard femme, vie, liberté. Vous comprenez ce que je veux dire? Je me réjouis que nos otages reviennent, mais dans le même temps, j'éprouve un immense chagrin. Je lisais un papier dans le Guardian sur cette femme qui a été jugée. Son procès a duré 10 minutes. Elle est condamnée à mort. Elle est condamnée à mort. Et ce peuple iranien ne met pas de genoux à terre. Il continue. Donc, oui, et si la diplomatie française et Emmanuel Macron pouvaient également faire pression sur ce pays pour en terminer avec le massacre de cette jeunesse, eh bien, ce serait extraordinaire. Ça, je pense qu'on peut être plus sceptique sur l'efficacité de cette démarche, mais en réalité, ce qu'il faut aussi avoir en tête aujourd'hui, c'est à côté du soulagement concernant donc Cécile Collère et Jacques Paris, eh bien, il ne faut pas oublier aujourd'hui Boualem Sansal, qui lui aussi est en prison dans une dictature pour rien. Et là, je dirais que le silence est encore plus frappant, est encore plus éloquent, parce qu'il n'y a pas de manifestation de la jeunesse, il n'y a pas de manifestation, peut-être un petit peu du monde culturel, le monde politique, alors certainement pas, alors qu'on est quand même en train de, je dirais là, vraiment de fouler aux pieds une valeur française majeure, et on n'oubliera pas aussi ce vote, bien sûr, honteux, je dirais, dans la résolution parlementaire de LFI qui a voté contre la libération de Boualem Sansal. Donc je pense que ça éclaire aussi la situation française. Vous avez raison à ce que vous dites, et vous avez raison de rappeler que Boualem Sansal est donc détenu par la dictature algérienne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qu'il est malade, je le rappelle aussi également. Là où je vous reprends un peu, et je reprends votre premier argumentaire, je ne pense pas que la France ne fait rien. La réalité, c'est que nous sommes rentrés dans ce moment aussi du silence. Je pense qu'il y a nos rapports qui sont bien plus complexes entre la France et l'Algérie qu'entre la France. Je ne dis pas que la France ne fait rien, je dis que la société civile ne fait rien. La société civile algérienne, si vous le voulez, je pense qu'il y a eu ce moment où effectivement Emmanuel Macron était persuadé que le président algérien tiendrait le deal, et qu'au dernier moment il ne l'a pas tenu. Le deal, je voudrais terminer, parce que j'ai suivi vraiment cette affaire de l'intérieur. Donc là, tout le monde est rentré dans le silence. Bruno Retailleau, il y a au moins une vertu, pardonnez-moi, je vais le dire avec chemisalement. Bruno Retailleau arrête d'ambiancer aussi toute la journée sur les plateaux télé sur cette affaire. Donc ça, je pense que c'est aussi une façon pas d'apaiser, mais en tout cas, c'est une façon aussi de revenir à la diplomatie dans l'ombre et dans les coulisses. Oui, parce qu'il y avait juste, pardon Françoise, mais il y avait quand même deux lignes. Il y avait la ligne qu'on va appeler Jean-Noël Barrot, qui était la ligne diplomatie, ligne du silence, et il y avait la ligne Bruno Retailleau, qui était de dire il faut un rapport de force. Aucune n'a marché, Bruno Retailleau. Où est-ce que ça a marché? Vous avez une troisième ligne, pardonnez-moi, de la gauche fascinée par la dictature. Oui, parce que le problème... Non, j'arrête pas. On va pas commencer de bon matin sur la gauche en termes génériques. Je le dis. Soyez sympathique. Je m'efforce de l'être. Soyez assez aimable, Michael, pour pas dire la gauche. Je vous attaque pas personnellement. Je vous dis, et j'en ai parlé tout à l'heure, LFI. Je dis LFI, merci de me laisser répondre. La France insoumise, je l'ai dit aussi, mais pardon, où sont les grandes manifestations organisées par le PS pour libérer Boualem Sansal? Écoutez, arrêtez. Tout le PS est partout. À chaque fois qu'il y a Boualem Sansal, chaque fois qu'il y a quelque chose, je pense à l'Institut du monde arabe, il y a les représentants. Vous ne pouvez pas faire, il faut vraiment en terminer avec cette idée, je le dis avec beaucoup de gentillesse, cette idée, la gauche. La gauche n'est pas LFI. LFI est un tigre de papier qui va petit à petit disparaître. Je suis content de vous entendre dire, nous sommes d'accord. Vous n'avez pas besoin je n'ai pas besoin de le valider. Ce que j'invalide, c'est ce mensonge qui consiste en tout cas, cette globalisation qui consiste à dire la gauche, et la gauche qui sera incarnée par LFI, ça n'est pas vrai. Ça ne l'a jamais été, ça l'est encore moins aujourd'hui. Vous avez compris qu'on n'est pas uniquement dans la sémantique.
Oui, pardon. Un dernier mot. C'est un débat. Mais vous avez raison de débattre. Est-ce que justement, dans la libération de Cécile Collère et de Jacques Paris, on a l'impression qu'il y a une stratégie de la France qui était de ne pas attaquer l'Iran, en tout cas publiquement, de jouer plutôt la diplomatie que le rapport de force? Oui, mais en même temps, la France ne s'est pas cachée quand elle a aidé. La France ne s'est pas cachée, par exemple, quand Israël attaque l'Iran. Quand d'abord Israël est attaqué par l'Iran, la France ne se cache pas d'aider Israël à se défendre contre la pluie de roquettes. Dans les murs. Et je veux dire, il n'y a pas, comment dirais-je, moi je ne sais pas si on peut juger ça. Je ne peux pas sonder les cœurs et les reins de la diplomatie française, encore moins des renseignements. J'ai pas cette prétention. En tout cas, je pense pas que nous ayons été, je ne crois pas que nous ayons été fourbes, si vous voulez, et pusillanimes avec l'Iran. Je ne vois pas ça dans les propos d'Emmanuel Macron. Il y a en tout cas un enjeu, puisqu'il y a une détenue iranienne en France qui doit passer en procès pour apologie du terrorisme. Peut-être qu'on verra l'évolution de son dossier. Il y a eu un durcissement de par l'évolution de l'accord sur le nucléaire iranien. On va voir l'évolution du dossier. Il est évident de toute façon que tout cela fait partie des négociations. Et la question de savoir si l'acte d'accusation, en tout cas l'accusation d'espionnage, reste encore accolée à ce couple-là, ou ça va être abandonné par l'Iran, et surtout quand pourront-ils quitter le pays et rentrer en France. Ouais. Et justement, on a retrouvé Emma Villard. Rebonjour Emma Villard, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes l'avocate de Cécile Collère, de Jacques Paris et de leur famille. Vous nous disiez que vous aviez eu quelques signaux quant à leur libération. Lesquels ? On dit, comme l'a dit monsieur le président de la République Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères, c'est une première étape. Leur remise aux autorités françaises est une première étape et on espère que la seconde sera leur retour en France. Nous savons que les autorités françaises sont pleinement mobilisées et nous sommes à 200% avec eux et nous espérons le retour en France de Cécile et Jacques très prochainement. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est une question d'heure, une question de jour, une question de semaine? On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est vrai que les autorités françaises sont contraintes de négocier avec la République islamique d'Iran, qui est quand même un régime autoritaire, qui a un agenda et qui utilise depuis des années la diplomatie des otages, qui, en emprisonnant Cécile et Jacques depuis 1267 jours, je le répète, ont tenté d'obtenir des contreparties de la part de la République française. Lesquelles, vous savez ? Alors ça, on ne sait pas, ce sont les secrets des négociations. Tout ce que nous savons, c'est que la France est pleinement mobilisée pour faire revenir ses ressortissants. Est-ce que vous savez comment ils vont, Cécile Collère et Jacques Paris? Est-ce que vous avez pu échanger avec eux? Non, pas pour le moment. Nous avons eu des informations par ricochet via leur famille. Nous savons qu'ils vont bien, qu'ils sont soulagés. Cécile Collère le disait à sa sœur, elle est soulagée et heureuse d'avoir pu rejoindre l'ambassade française à Téhéran. En revanche, ils attendent leur retour en France, comme nous tous. Donc ils ont pu échanger avec leur famille? Ils ont pu échanger longuement avec leur famille. Et puis, dès cet après-midi, ils pourront évidemment échanger encore plus avec eux. Merci beaucoup, merci Emma Villard, merci d'avoir été avec nous, avocate de Cécile Collère, de Jacques Paris et de leur famille. Merci infiniment. Un dernier mot sur ce que nous disait Emma Villard et l'incertitude, on en parlait, qui règne sur le moment où ils vont pouvoir revenir en France. Comme toujours, vous savez, c'est ça avec les grands démocrates. Oui, on ne sait pas, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de deadline. Exactement, c'est pas avec, je dirais, une horloge que cette négociation se mène avec le résultat à obtenir. Allez, on va passer à l'actualité au Parlement. Et c'est le marathon budgétaire qui se poursuit au Parlement. Alors, un compromis est-il possible? Les socialistes y croient encore, à l'image de Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat, qui s'attend néanmoins à des débats agités à la Chambre haute. On l'écoute, il est au micro de Mathilde Mutarelli. J'estime que le débat va être caricatural au Sénat, que la droite, avec le retour notamment de M. Retailleau sur les bancs du Sénat, va vouloir exister, montrer les muscles et rendre impossible finalement les avancées que nous aurons obtenues à l'Assemblée nationale. L'intérêt de cette clarification, c'est que tout ceci finira dans la commission mixte paritaire. Et nous verrons bien à ce moment-là qui
et qui soutient quoi. Et Monsieur Lecornu devra créer avec ses amis du socle commun, ce qu'il en reste en tout cas, les majorités qui permettent des avancées sociales pour le pays. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, nous constaterons un échec absolu, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, ce que nous souhaitons, c'est un bon budget. Voilà. Ils espèrent encore un bon budget. Mais ils peuvent, d'abord, après Patrick Kanner, sauf le respect que je dois évidemment au Sénat et au président du groupe socialiste, la réalité c'est que ça se joue et l'histoire commence et se terminera à l'Assemblée nationale. Avec évidemment le Sénat, il a raison de dire que ce sera caricatural, ce sera très idéologique. Je pense au Sénat à un vrai combat presque caricatural debout, gauche-droite, debout, B-O-U-E. Hein. Mais bon, voilà, ce qui se passe en fait à l'Assemblée nationale, c'est que moi je pense quand même que beaucoup de choses ont été obtenues sur la partie recettes, l'examen du budget de la Sécu depuis hier. Donc pour vous, les socialistes ont obtenu des victoires? Bien sûr, écoutez, franchement, 2 milliards de plus sur le patrimoine immobilier, 2 milliards de plus en termes de recettes, ça permet au moins, 2 milliards de plus, pardon, sur la taxation des grandes entreprises, ça permet au moins, et le gel surtout des pensions, le dégel par exemple, pardon, des pensions de retraite, tout ça, ça permet d'aller dégommer, j'ai envie de dire, les choses qui conviennent pas. Le problème que je vois dans cette espèce de géopolitique, alors c'est d'une complexité, on parle toujours de l'Orient complexe, là je vais vous parler du budget complexe. Hein. Ce que je vois surtout, c'est que vous avez d'un côté les socialistes à charge pour eux, en réalité, d'essayer d'amener les Verts et le PC sur une abstention. Mais ce qu'on voit surtout aujourd'hui, c'est que le bloc central ne tient plus. En réalité, ne répond plus ni aux souhaits de Sébastien Lecornu, ni aux souhaits d'Emmanuel Macron. Le bloc central, une espèce d'archipel, comment dirais-je, totalement autonome, émancipé et qui navigue complètement à vue. On voit des trucs complètement délirants. On voit, je pensais à l'amendement, pardon, je vous laisse parler après Mickaël, je pensais à l'amendement la semaine dernière porté par le ministre, l'amendement du gouvernement Roland Lescure porté par le ministre sur les 2 milliards en plus aux entreprises. Comment il passe cet amendement? Grâce à la gauche, si vous voulez. Et le Gabriel Attal, totalement fantomatique, a disparu complètement. On ne sait plus. Je ne suis pas arbitre des élégances de Renaissance, mais je serai le Renaissance. Je m'inquiéterai moi-même de voir l'état de ce groupe. Et il passe, cet amendement de gouvernement passe grâce à la gauche et une semi-abstention, ou je ne sais pas, c'est erratique. Voilà. Ouais. Le socle commun est erratique. C'est ça le problème de Sébastien Lecornu, c'est qu'il n'a pas seulement à gérer une négociation, un compromis avec la gauche, c'est qu'il doit aussi consolider sa base qui est loin de lui être fidèle et de le suivre. Oui, alors on va continuer à filer la métaphore commencée par François. Dans ce budget compliqué, on va y aller avec des idées simples. En fait, tout simplement, il y a un intérêt et un besoin pour le Parti socialiste d'avoir du temps long, qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de dissolution, parce qu'il va falloir préparer 2027. Et au fond, tout cela est un jeu de rôle. Tout le monde sait que ce quinquennat est terminé. Il faut juste pouvoir donner un budget peut-être technique, mal fait, bricolé, parce que de toute façon, il ne réglera rien. Il ne produira aucune politique publique. Le quinquennat va s'arrêter puisque on rentre dans la période électorale, on va rentrer dans les municipales et tout de suite après dans l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue-là, il est nécessaire pour le Parti socialiste qui a retrouvé de la lumière avec ses 69 députés, son rapport de force nouveau et sa capacité de pouvoir récupérer un statut de parti de gouvernement, il doit y avoir du temps. Donc de ce point de vue-là, on assiste à une sorte de course de lenteur pour essayer d'arriver à avoir du temps et faire en sorte qu'un corpus et un discours et des candidats puissent émerger pour pouvoir donc prétendre à essayer de revenir au pouvoir. Alors, je suis d'accord sur l'idée du temps long, mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec vous, je suis d'accord sur le temps long, le temps long qui est nécessaire aussi. En réalité, le temps long est nécessaire pour tous, sauf pour les deux extrêmes, les deux tours jumelles, la France insoumise et le Rassemblement national. Vous avez les deux tours jumelles qui se dressent. Enfin, de taille différente, de hauteur différente quand même. Chacune essayant, comment dirais-je, d'être l'homme ou la femme la plus riche du cimetière, parce que c'est quand même ça l'idée générale, hop, et on bute tout ce qui est au milieu, voilà, on écrase tout. Et au milieu, ça résiste. Donc, sur le temps long, je suis d'accord. Sur le budget qui ne produira
à rien en termes d'investissement. Je suis d'accord absolument. En revanche, je vous trouve tout à fait injuste. Je pense que ce budget, pour le Parti socialiste, en réalité, est un budget aussi de correction. De correction très forte. Ce budget va générer probablement, comment dirais-je, encore une baisse du pouvoir d'achat pour des millions de gens, encore des efforts, encore une difficulté, si ce n'est à vivre, au moins à survivre, ne serait-ce que ça, parce que souvent, on en est de plus en plus à cette idée de survivre, de struggle for life. En réalité, je travaille, mais je ne peux plus vivre, donc je survis. Donc là où vous êtes un peu caricatural, pas caricatural, mais je vous trouve injuste, c'est que les corrections ne sont pas que des corrections de jeux de rôle, et ne sont pas que des corrections théâtrales pour avoir du temps long. Elles sont, du point de vue socialiste en tout cas, vitales pour la vie des gens. Et Sébastien Lecornu qui doit maintenir un compromis avec le PS sans braquer les Républicains qui fustigent le budget tel qu'il est à l'heure actuelle. On écoute Jean-François Copé. On peut continuer comme ça, à éroder vers le bas, à faire du Le Péno-mélenchonisme. Mais à la fin de tout cela, eh bien, la France va rentrer dans un déclin inexorable, parce que comme la France n'est pas une île, dès que vous allez à l'étranger, vous voyez que vous avez des rendez-vous majeurs pour le prestige de la France. Et si vous êtes dans une approche d'hyper-taxation, eh ben à la fin, non seulement vous ne réglerez pas vos problèmes d'inégalité, mais vous allez voir la France décliner. Et c'est ça le dilemme horrible de ce budget qui est honteux. Je crois que vous n'êtes pas trop d'accord. Non, écoutez, j'en ai marre des déclinistes, des apocalyptiques, c'est insupportable. Ok, ça va, la France, c'est pas la Grèce. La France n'est pas, on n'est pas subclaquant, ce pays n'est pas subclaquant. Quel est ce sujet qui consisterait à dire que tout va s'écrouler parce qu'on demande un effort à 500 familles qui ont doublé leur fortune en 10 ans, sont passées de 600 milliards à 1200 milliards. Non, mais sérieusement, j'aime beaucoup Jean-François Copé, en plus je le connais depuis très longtemps. Il a eu chaud. Non, il n'a pas eu chaud, il fait de la politique politicarde. Enfin, en réalité, ça serait bien que tout le monde, que tous les masques tombent. Moi, je veux bien que tout le monde ait les postures, le jeu de rôle, oh, c'est affreux, etc. La réalité, il va y avoir une réalité de vote. Voilà. Est-ce que les Républicains sont prêts à une dissolution? Est-ce que Gabriel Attal, pour Renaissance, est prêt à passer de 96 députés à 30 ou 40 maximum? Quelle histoire va-t-il raconter pour la présidentielle, Gabriel Attal? Sérieusement, est-ce qu'ils sont prêts? Moi, je veux bien qu'on multiplie, si vous voulez, les diatribes. Nous sommes au bord de l'apocalypse. Et de l'autre côté, pour LFI, rien ne va. Ils votent même en commission des affaires sociales contre la suspension de la réforme des retraites. Donc tout est cacaboudin pour LFI et tout est dramatique et apocalyptique pour les LR. Tout le monde se calme, il y a le moment de vérité, c'est le moment du vote. On verra bien qui appuie sur le bouton. Et là, je rigole par avance. Déjà. Le moment de vérité est déjà arrivé, en fait. C'est que vous avez un arbitre des élégances qui est ni extrême, ni en campagne. C'est le président de la Cour des comptes qui régulièrement fournit les preuves absolument indiscutables d'un pays qui ne peut plus financer aucune politique publique. Et c'est ça la réalité. Oui. Et c'est ça la réalité. Quels que soient les jeux de rôle d'un côté ou de l'autre, j'y reviens, la réalité, elle est celle-là, et il faudra absolument être capable de l'affronter. Ouais, alors, non, mais moi, je suis d'accord avec ce que vous dites sur... Mais la réalité, personne ne fait du déni de réalité. Il y a une différence entre, comment dirais-je, un discours de vérité et un discours apocalyptique. Je n'ai jamais entendu Pierre Moscovici tenir... C'est la raison pour laquelle c'est lui l'arbitre des élégances. Donc, un discours enfin, plus pour longtemps, puisque maintenant, il part à la Cour. Peut-être, mais... le prochain ou la prochaine, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que sur la sémantique, il faut faire attention. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Le théâtre de boulevard, les portes qui se claquent et qui se ferment. Il y a une autre vérité qui est numérique. Il y a 210 voix contre ce budget aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ok ? Vous avez 162 membres du socle commun, si tant est que nous puissions, espèce de mythe, maintenant, ça devient carrément le monstre du Loch Ness. Hein, vous voyez, le socle commun, tout le monde dit l'avoir vu, on ne le voit plus du tout. Donc, vous avez 162 voix du socle commun, plus les LR, 50 voix. Ça veut dire que vous avez 210 contre et potentiellement 212 pour. Et entre les deux, il y a l'abstention des socialistes. Hors de cette vérité, point de salut. Et voilà. On suivra tout ça, il n'est pas fini, ce marathon budgétaire. Mickaël, on va terminer en parlant de votre livre, puisqu'il y a 30 ans, c'était le 4 novembre 1995, 30 ans quasiment jour pour jour, était assassiné le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Vous lui consacrez un livre au dernier jour d'Yitzhak Rabin.
C'est un moment important dans le conflit israélo-palestinien. Ce livre, il fait écho aussi à ce qui se passe aujourd'hui parce que les conséquences de cet assassinat, elles résonnent encore aujourd'hui. Oui, en fait, on a rarement vu un assassinat politique changer à ce point une situation et une donne. Il y a avant et après la mort d'Yitzhak Rabin au Proche-Orient dans un processus qui était global parce qu'évidemment, cet accord de paix avec, en tout cas, cette déclaration de principe qu'il signe avec Yasser Arafat, donc le 13 septembre 1993, a une dimension tragique. Et c'est aussi ce que j'ai voulu retracer comme compte à rebours. Lorsqu'on voit maintenant cette scène, le recul historique nous permet de dire que ce jour-là, il n'a plus que 2 ans à vivre. Et donc, le compte à rebours tragique d'une région qui avait quand même envie, à ce moment-là, de pouvoir être dans la confiance, où il y avait un partenaire, où il y avait la possibilité de dire 2 États possibles, parce que du côté de l'OLP, on voulait un État en coexistence et non pas à la place de l'État d'Israël, eh bien, Yitzhak Rabin l'avait symbolisé, lui qui était au fond aussi, et c'était sa spécificité qui m'a intéressé dans ce travail, le premier ministre natif d'Israël. C'est pas quelqu'un qui a fait fuir l'antisémitisme, pas quelqu'un qui avait fui l'Europe. Il défendait son pays là où il était, et de ce point de vue-là, avait une conception qui n'était pas celle d'un pays dans une forteresse assiégée, mais qui avait sa place dans les nations. C'est en cela que, au fond, Rabin portait comme projet, et sa mort a vraiment éteint ce projet pour longtemps. Et c'est aussi ça qui fait écho avec la situation actuelle. Oui. Moi, je travaillais, j'étais jeune journaliste en 93, j'ai vécu 1 an et demi en Israël, et je témoigne de ce que dit Michael, qui connaît bien mieux que moi depuis beaucoup plus longtemps. Je témoigne de cette joie qui s'était soulevée. Moi, quand je suis arrivé en Israël en 93 à Jérusalem, je vivais dans le quartier palestinien chrétien, à la porte de Jaffa, eh bien, tout le monde croyait à la paix. Tout le monde se disait, voilà, c'est possible. Ces 2 hommes-là, qui étaient 2 grands guerriers, furieux, féroces, extraordinairement intelligents et roués, eh bien, ils se sont serrés la main. Et le jour où Rabin est assassiné, il a cette phrase sur la place des Rois à Tel Aviv, il dit, en gros, il dit, je veux la paix, car nous avons épuisé les solutions de la guerre. Je trouve ça tellement pour fort. Un ancien militaire, ça a l'air d'être une tautologie, chef d'état-major. Et je remercie vraiment Michael parce que j'ai feuilleté, je l'ai trouvé dans une rédaction, et j'ai feuilleté, et je remercie Michael Darmon de rendre hommage à cet homme que je trouve, moi, juste exceptionnel. C'est une transformation intérieure, passer d'être chef d'état-major, si vous voulez, à combattant pour la paix. C'est du niveau de Sadat qui passe de la guerre, comment dirais-je, de Kippour, et qui passe, si vous voulez, à l'homme de paix. Voilà, ça m'impressionne. Un dernier mot, Michael. Oui, en fait, et la résonance avec aujourd'hui que vous évoquiez, c'est qu'au fond, les acteurs de l'époque sont toujours là, ceux qui ont contribué à télescoper et à faire échouer cet accord. Le Hamas d'un côté, l'extrême droite israélienne de l'autre, ils sont toujours présents, et avec encore plus un militant qui avait pratiquement incité à la haine contre Yitzhak Rabin, aujourd'hui ministre Netanyahou. Et on va le voir, votre livre, les derniers jours d'Yitzhak Rabin, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui également. Si on l'a fait une fois en 93, on peut le refaire. C'est un beau message. On va juste terminer très rapidement sur une note plus légère, positive. Allez, on va parler d'un club de foot mythique. C'est pas l'OM, c'est la Géocère qui fête ses 120 ans, fondée en 1905 par l'abbé Deschamps. C'est le nom du stade d'Auxerre. Et Auxerre, c'est aussi un entraîneur mythique, on va le voir. C'est la une de Lyon Républicaine. C'était Lyon Républicaine hier, mais il y a un cahier spécial qui est sorti, consacré aux 120 ans de la GIA. Giroud, c'est 44 ans sur le banc du club, quand même. Et il y a Jean-Marc Ferreri, joueur d'Auxerre, qui dit qu'il faut vraiment lui faire une statue. Sans cet homme, je ne vois pas comment on aurait pu arriver à ce niveau. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la GIA, sur ce club mythique, hors série, les 120 ans de la GIA, on souhaite quand même du coup à Auxerre de remonter la pente parce que là, ils sont un petit peu lanterne rouge. Le club dont je voudrais qu'il remonte la pente, c'est Auxerre, évidemment Saint-Etienne, parce que voilà, c'est les clubs de notre vie, de notre cœur. Ben voilà, merci pour ce message. Et allez l'OM ce soir. On rigole pas avec ça, Françoise. Merci beaucoup, Mickaël. Public Sénat, en partenariat avec la presse régionale, vous a proposé Bonjour chez vous.